Autre sujet passionnant qui nous attend tous, on va parler de guerre économique à l'économie de guerre. Tout de suite autour de Pierre de Villeneuve. Applaudissez s'il vous plaît vos invités. Elvire Fabry, Ali Laïdi, Frédéric Ancel, Éric Trappier, Ami Schellbauer et Emmanuel Chiva. Applaudissez-les s'il vous plaît. Ils arrivent sur scène. Emmanuel Chiva est le délégué général pour l'armement, Frédéric Ancel, essayiste et géopolitologue, professeur de relations internationales. Elvire Fabry est chercheuse à la Fondation Jacques Delors, spécialiste de la politique commerciale européenne. Ali Laïdi est chercheur à l'école de pensée sur la guerre économique. Éric Trappier, le PDG d'Assaut Aviation, président de l'UMM également. Et Ami Schellbauer est ministre conseillère aux affaires économiques auprès de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, dans l'Assemblée, s'il vous plaît, merci d'accorder un peu de silence pour le prochain débat, s'il vous plaît. Et mesdames et messieurs sur scène, on a hâte de vous écouter. Cher Pierre, la parole est à toi. Merci mon cher Nicolas. Bonjour à tous. L'effet miroir de la guerre économique et de l'économie de guerre, et vous en conviendrez, facile à faire stylistiquement, mais les récents événements, la guerre en Ukraine bien sûr, mais d'autres événements comme les tensions entre la Chine et Taïwan ont ravivé cette thématique qui, on va le voir dans un instant, n'est pas nouvelle. Dans ces 45 minutes qui étant assez courts, nous allons, à travers la parole des États-Unis, merci Madame la Ministre aux Affaires économiques d'être avec nous, celle de l'armement français, celle de l'industrie militaire, celle d'experts, voir comment les politiques régionales, chacun à leur niveau, s'imbriquent dans cette vision mondiale qui est parfois difficile à suivre. La France a voté en juin dernier un budget de la défense jamais vu depuis 1960. Qu'est-ce que ça signifie? La France est-elle encore dans la compétition? Si oui, à quel niveau? Sur qui elle peut compter dans un monde de 2023 qui voit le retour des impérialismes, comme on les appelle, la construction de l'Europe de la défense, et puis une forme de concurrence, le rôle prédominant de l'OTAN. Comment peut-elle construire une autonomie stratégique et renforcer sa souveraineté? Alors, nous sommes en guerre, ça c'est un mot que vous avez entendu à propos d'un autre sujet, mais nous sommes en guerre, c'est ni nouveau, ni fini. La guerre économique dure toujours, le conflit ukrainien a fait se replier certains États sur une économie de guerre, c'est-à-dire construire des armes, des munitions, former des hommes et des femmes, chercher des alliés et des partenaires. Ali Laïdi, comment est-ce qu'on peut déjà aborder ce premier sujet de l'économie de guerre qui est une réalité pas toujours très connue? Oui, merci Pierre. Donc c'est vrai que moi je suis spécialiste de la guerre économique, et la guerre économique ça existe depuis tout temps. Je veux dire, ça commence au néolithique simplement, et on va comprendre pourquoi nous en Europe on est en retard. On n'a pas pensé le conflit économique. On nous a toujours dit qu'en gros la politique avait le monopole de la violence. Or c'est faux. Il y a bien de la violence dans le champ économique, et cette violence, elle peut en effet, comme le montre l'histoire, déboucher sur une vraie violence, c'est-à-dire sur la violence de la guerre tout court. Et donc en Europe, on a des difficultés à comprendre ce concept de guerre économique, alors qu'on l'a parfaitement compris en Chine, on l'a parfaitement compris aux États-Unis, au Japon, en Russie, etc. Et donc il y a un impensé de la réflexion stratégique sur la guerre économique. Moi, je la définis comme l'utilisation de moyens déloyaux et ou illégaux pour préserver ou conquérir des marchés. Et je précise bien que la guerre économique existe à la fois en temps de paix, mais également, évidemment, en temps de guerre. Et c'est justement parce qu'on n'a pas pensé cette guerre économique en France et plus largement en Europe qu'on se retrouve dans cette situation, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que la guerre en Ukraine a réveillé un certain nombre de concepts, je dirais même plus le Covid. Depuis le Covid, on ne cesse de parler de souveraineté, on ne cesse de parler de réindustrialisation, de relocalisation, voilà, d'autonomie stratégique, etc. L'autonomie stratégique, c'est quoi? C'est tout simplement de se placer de manière autonome, indépendante, par rapport à ces deux géants que sont les États-Unis et la Chine. Et très clairement, on a du mal aujourd'hui, parce qu'on n'a pas pensé la guerre économique, ni d'un point de vue académique, ni au sein des entreprises. On n'a pas pensé ce concept-là. Et on a du mal à se positionner vis-à-vis de nos amis américains, qui ne sont pas toujours très gentils, notamment à travers l'extraterritorialité du droit américain, où ils ont fait
quelques brisures Regardez Amy Schottbauer dans les yeux quand vous dites ça, hein, s'il vous plaît. Ils n'ont pas été très gentils. Et nos amis chinois aussi, qui ont très bien compris le système des lois extraterritoriales américaines et sont en train de voter des lois miroirs. Et donc nos entreprises françaises et européennes risquent d'être prises en étau entre l'extraterritorialité du droit américain et l'extraterritorialité du droit chinois. D'où la nécessité de repenser le concept de guerre économique. Autre parole d'expert, Frédéric Ancel, la guerre, elle arrive quand elle veut. C'est ça, on n'a toujours pas compris ça. On a souvent dit, dans les années 90 notamment, qu'il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de conflit, il faut désarmer. La guerre, elle arrive quand elle veut. C'est une représentation absolument fausse. Quelque part, c'est une perversion de l'esprit. Dans les années 90, effectivement, avec la chute du mur, on a considéré... Alors, attendez, on a considéré. D'abord, c'est assez spécifique à l'Europe et même à l'Europe occidentale. Donc, nous autres avons considéré que la guerre était devenue ringarde, qu'elle était chère, trop chère, et c'est vrai que souvent, elle coûte très cher et que par définition, on ne la ferait plus ou on la ferait que marginalement. D'ailleurs, la preuve, depuis 1945, il n'y avait plus de guerre sur le théâtre européen, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, est totalement faux. On avait juste oublié l'ex-Yougoslavie, même si ce n'est pas de guerre interétatique. Et on a surtout oublié de penser ailleurs, de penser l'autre ou les autres. Rien que dans les années 90 et 2000, sur le continent africain, et je précise, dans l'Afrique des Grands Lacs, en moins de 20 ans, il y a eu entre 5 et 6 millions, je ne parle pas de milliers, entre 5 et 6 millions de morts dans différentes guerres intestines sur lesquelles on n'a pas le temps de s'appesantir maintenant. Donc on l'a géographiquement et historiquement repoussé en quelque sorte de nos espérances, de nos espoirs, de nos perspectives. Ce qui est une folie furieuse. La guerre est toujours possible, ou plus exactement, elle n'est jamais impossible nulle part, je dis bien jamais, dans le temps, et nulle part, c'est-à-dire dans l'espace. Et pour rebondir sur ce qu'a dit très justement Ali il y a un instant, citons un grand stratège qui nous a fait beaucoup de mal, malheureusement il n'était pas français celui-là, il était prussien, c'était Clausewitz, et au début du 19e, Clausewitz dans De la guerre le dit très bien, au fond, la guerre est une transaction commerciale, la seule différence entre les deux c'est que le sang ne coule pas, en principe, je parle sous le contrôle de beaucoup d'entre vous ici, dans une transaction commerciale, mais pour l'essentiel, on reste effectivement sur un schéma de rapport de force, hein, et c'est un terme sur lequel je souhaite insister. Les rapports de force, il ne faut pas les voir comme performativement négatifs. Les rapports de force existent dans toute société humaine, et je vous fais grâce des animaux, les plantes, il y en a peut-être un petit peu moins, les minéraux, pas du tout. Écoutez, on a là affaire à quelque chose d'anthropologiquement extrêmement ancien. Et je pense encore une fois, et j'en finis avec ça, je pense que les Européens doivent absolument repenser, penser de nouveau, repenser, appelez ça comme vous voulez. D'abord, eux-mêmes, se penser. Qui sommes-nous en tant qu'Européens? Et au-delà de cette représentation de soi nécessaire, établir des objectifs et des stratégies, mais sans jamais négliger le fait anthropologique fondamental. Il y a entre les humains et les collectifs humains des rapports de force. Encore faudrait-il savoir si on a encore le temps de penser, mon cher Frédéric. Il faudrait peut-être agir. Et c'est ce qu'on demande. Alors, je vais prendre une image, c'est celui du surfeur qui regarde la hauteur de la vague. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, à la fois la hauteur de la guerre, l'amplitude de la guerre, et l'amplitude aussi de ce rapport de force que vous avez soulevé, Frédéric Ancel. Elvire Fabry, on a aujourd'hui ce qu'on appelle, un peu dans le langage commun, journalistique, des observateurs, le retour des impérialismes. Évidemment, on pense aux États-Unis d'un côté, de la Chine de l'autre, puisque ce rapport de force redéfinit l'économie de guerre. Oui, alors la question c'est pas de savoir finalement quelles pourraient être les nouvelles modalités de la guerre, forme de crise, et on a ici sur ce panel des experts bien plus pointus sur cette question, mais qui est plutôt d'évaluer quel est le type de risque qu'il faut anticiper, où est-ce que l'on en est, et évidemment l'évaluation elle porte d'abord sur l'évolution de la rivalité sino-américaine. Et qu'est-ce que l'on observe depuis un an? C'est d'abord tout le soutien qui est apporté par les États-Unis à l'Ukraine et aux Européens est fait en regardant Xi Jinping dans les yeux, et la réponse chinoise, la réciproque, est équivalente. Mais ce que l'on voit dans l'évolution de cette rivalité, c'est qu'il y a un effort dans la rhétorique, d'abord pour essayer d'atténuer le risque d'escalade
de la confrontation entre les États-Unis et la Chine. On ne parle plus de découplage, on parle de dérisquage, limiter les risques, comme le font aujourd'hui les Européens. Il s'agit de concentrer finalement cette rivalité technologique sur des secteurs très spécifiques, mais dans les faits, les mesures qui sont prises sont des mesures sans précédent. C'est-à-dire que oui, il y a toujours eu une guerre économique, mais l'on est en train de glisser du terrain de la compétition, de la concurrence économique, vers le terrain de la coercition économique, avec des mesures qui vont des restrictions de l'accès au savoir-faire de production des semi-conducteurs à l'annonce récente du contrôle des investissements sortants. Alors il s'agit bien sûr de cibler ces mesures sur des secteurs très précis. Et là, les secteurs qui sont mentionnés sont ceux de l'intelligence artificielle, des supercalculateurs, des semi-conducteurs. Mais on est de fait sur le terrain des technologies à usage dual, civil et militaire, qui, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, signifie qu'on est sur un terrain très large, très vaste, et que cette confrontation, elle va finalement traverser des secteurs de l'économie qui sont très larges et qui vont concerner bon nombre des entreprises qui sont présentes aujourd'hui ici, puisque ces technologies sont ce que l'on peut qualifier aujourd'hui d'amplificateurs de puissance. Alors, face à cela, quelle est la réponse européenne? Parce que nous avons là, dans cette discussion, un prisme qui est par définition un prisme très national, puisque nous nous concentrons sur le secteur de la défense. La réponse, lorsque l'on parle d'autonomie stratégique, elle est nécessairement à traiter au niveau européen, que ce soit pour traiter de la question de la sécurisation de l'approvisionnement des minerais critiques, la réindustrialisation, et y compris dans le secteur de la défense. Les initiatives qui ont été prises au niveau européen ces dernières années, elles ont avancé, elles ont renforcé l'autonomie stratégique de l'Europe dans le domaine économique. Maintenant, la question se pose de manière beaucoup plus aiguë dans le secteur de la défense. Et là, on a le sentiment qu'on n'est pas au rendez-vous au niveau européen, qu'il y a des initiatives qui sont prises, que la boussole stratégique avance, mais que ça ne va pas assez rapidement. Alors, on va en reparler, bien sûr. Je quitte un peu le niveau européen pour descendre à l'échelon du dessous, si je puis dire. Encore que, puisqu'on parle de souveraineté et d'autonomie stratégique, la France, de son côté, a dégainé avec une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. C'est du jamais vu depuis 1960. D'abord, on va essayer, Emmanuel Kiva, de voir sur le fond et sur la forme qu'est-ce que ça représente. Mais est-ce que, d'abord, ces 413 milliards, avant de parler d'investissements à venir, d'intelligence artificielle, de nouvelles armes, de renforcer la dissuasion, on en reparlera également à travers aussi la dissuasion militaire qui fait la force de la France à travers la Marine nationale, est-ce que ce n'est pas un rattrapage, j'allais dire, de toutes les anciennes armes, de tout ce qu'on n'a pas su faire jusqu'à présent, pas su renouveler? Merci pour cette question. La réponse est non. La réponse est non parce que finalement, la loi de programmation militaire précédente était déjà un rattrapage. Et que de toute manière, la situation est mouvante. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de programmation militaire? C'est un outil qui nous permet finalement de programmer, de mettre en œuvre les ambitions qui ont été notamment annoncées par le président de la République dans la revue nationale stratégique. Il faut bien comprendre comment on l'a créé, comment on l'a réglé. Vous savez, je ne sais plus si c'était Bismarck ou Churchill qui disait qu'il y avait deux choses, il ne faut pas savoir comment elles sont faites, sont les lois et les saucisses. Alors pour les saucisses, je ne sais pas, mais pour les lois, je sais et je l'ai vu. Et pour la première fois, on a un travail qui est un travail de fond qui a été conduit sous le pilotage du ministre des Armées, où on a réinterrogé l'ensemble de nos ambitions. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'un chiffre en disant vous aurez 413 milliards d'euros, débrouillez-vous avec ça. On est parti avec la nécessité de définir un modèle d'armée, un modèle de mission, un modèle d'ambition également, c'est-à-dire quelles sont nos priorités. Vous avez cité par exemple la dissuasion, l'innovation, la nécessité constante d'innovation, quel est le juste besoin et également quels sont finalement les nouveaux défis, voilà, je cherchais le mot, auxquels nous sommes confrontés. La France, c'est une puissance d'équilibre qui est supposée être capable d'être une nation d'entrée en premier, une nation cadre au sein de l'OTAN. Mais on voit aujourd'hui que 413 milliards d'euros, ça nous permet de remplir ces ambitions, mais ça nécessite de prendre en compte de nouveaux défis. Les nouveaux défis, c'est quoi? Nouveaux espaces de conflictualité, le spatial, la manipulation de l'information,
la maîtrise des grands fonds marins, le cyber, avec des efforts considérable dans ces différents domaines, 6 milliards d'euros par exemple sur le spatial, et on voit bien aujourd'hui, et l'Ukraine nous le montre, il n'y a pas une seule opération qui soit uniquement terrestre, aérienne ou navale, mais que l'ensemble de ces champs de conflictualité finalement se mêlent et nous obligent à trouver de nouveaux outils. Donc ça n'est pas une loi de programmation militaire de rattrapage, c'est une loi de programmation militaire de construction qui va privilégier la cohérence globale sur la masse. Et on parlait tout à l'heure d'autonomie stratégique. Eh bien, cette loi de programmation, elle prend en compte évidemment les outils nécessaires à notre autonomie stratégique. Et parmi ces outils, c'est ce qu'on appelle, nous, la BITD. Vous savez qu'on aime bien les acronymes dans les armées. Donc la base industrielle et technologique de défense, dont Dassault Aviation, par exemple, est un des représentants. Ce sont 10 grandes entreprises et c'est 4000 PME derrière qui concourent. Et cette BITD, elle n'est viable finalement que si on a également un modèle d'exportation qui nous permet d'être compétitifs. Avant de faire réagir Éric Trappier justement là-dessus, je voudrais d'abord avoir le point de vue américain. Et Michel Bauer, comment est-ce que vous, les Américains, vous regardez tout ça? À la fois une loi de programmation militaire qui, on vient de le voir avec Emmanuel Kiva, est sans précédent et tournée vraiment sur l'avenir, à la fois sur le rôle de la France dans les conflits qu'on vient d'énumérer, et comme l'a dit très bien Elvire Fabry, avec cette difficulté au niveau européen de savoir comment est-ce qu'on construit une Europe de la défense, et on va le voir dans un instant, vis-à-vis également de l'OTAN, qui est une forme de concurrence. Comment est-ce que vous regardez tout ça? Comment d'abord sur la volonté française de s'armer et de se défendre, quel est le point de vue américain? Merci Pierre. Et merci au président Patrick Martin pour avoir convié l'ambassade des États-Unis à participer à ce prestigieux événement et à ce panel distingué. Donc, la guerre économique est un sujet important compte tenu du rôle central joué par l'industrie de la défense, tant aux États-Unis qu'en France, pour la protection de nos nations, de nos démocraties et plus largement de la paix et de la stabilité dans le monde. Je comprends que nous sommes ici pour parler de l'autonomie stratégique, de la souveraineté de la France et de l'Europe, mais je voudrais souligner à quel point le fait de continuer à travailler ensemble sur ces sujets en tant qu'alliés soudés renforce nos deux pays. Et tout d'abord, nous ne pouvons pas aborder ce sujet sans mentionner le défi de taille auquel nous sommes confrontés face au comportement imprudent et les actions déstabilisatrices du président Poutine en Ukraine. Heureusement, Poutine s'est complètement trompé quant à la détermination du peuple ukrainien, de ses dirigeants et surtout sur la force de l'Alliance transatlantique. Les États-Unis et la France ont réagi rapidement avec leurs alliés et partenaires européens pour soutenir l'Ukraine, imposer des sanctions à la Russie et renforcer l'OTAN. Il ne fait aucun doute que la Russie a échoué sur le plan stratégique et la situation de la Russie est bien pire aujourd'hui qu'avant son invasion de l'Ukraine, que ce soit le plan humain ou sur le plan militaire, économique ou géopolitique. Et cette guerre nous a rappelé le rôle indispensable de l'OTAN pour le maintien d'une Europe pacifique, prospère et démocratique. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de remercier la France pour son leadership et son engagement à fournir un soutien militaire, économique et humanitaire à l'Ukraine. Et merci aux citoyens français et à vous, les entreprises du secteur privé, pour votre soutien aux actions du gouvernement français en faveur de l'Ukraine. Grâce à notre soutien collectif, l'Ukraine défend son intégrité territoriale, son indépendance et sa démocratie. Au-delà de l'Ukraine, d'autres défis urgents requièrent notre attention, tels que les nouveaux domaines de conflits émergents, comme le cyber et l'espace. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Les besoins d'investissement, d'innovation et de coopération sont pressants. Et face à ces défis, il est rassurant de voir comment la France s'est imposée comme leader en consacrant des ressources importantes et en mobilisant son économie pour soutenir sa base industrielle de défense.
La France est l'un de nos rares alliés à pouvoir opérer en tant qu'opérateur mondial autonome, avec un spectre complet de capacités militaires. La France dispose de moyens militaires importants qui vont de la dissuasion nucléaire au déploiement unilatéral à une force expéditionnaire pour des périodes prolongées, en passant par l'engagement d'un groupe aéronaval. La France est également l'un des rares pays à produire du matériel et des munitions à haute performance. De même, la France possède une infrastructure spatiale clé dont dépend l'Agence spatiale européenne, un programme nucléaire civil et militaire conséquent, et possède l'un des rares chantiers navals au monde capable de construire un porte-avions à propulsion nucléaire. À cet égard, la récente loi de programmation militaire témoigne de l'engagement budgétaire intensif et stratégique continu de la France en faveur de capacités militaires robustes dans les années à venir. Et la LPM démontre que la France s'adapte au retour malheureux des conflits de haute intensité en Europe et se prépare au nouveau domaine de la guerre, tout en maintenant sa dissuasion nucléaire. Et de plus, la France consacre systématiquement une part plus importante de son budget de défense à l'acquisition de nouveaux équipements et de solides capacités opérationnelles par rapport à des alliés de l'OTAN comparables. Bien. Est-ce que je peux juste dire... Absolument, je vous laisse terminer. Oui, je vais terminer. La guerre en Ukraine nous a montré la nécessité de recapitaliser et de recréer des capacités excédentaires dans la fabrication et des autres moyens de production, ainsi que d'augmenter les stocks et les réserves de guerre. L'industrie de défense a besoin de prévisibilité pour réduire les risques d'investissement, ce qu'offre la dernière LPM. Et toutefois, le développement d'armes avancées nécessite des dépenses exorbitantes en recherche de développement. Et c'est pourquoi je voudrais inviter la France à approfondir sa coopération et ses co-entreprises avec notre secteur privé américain. Notre secteur privé est prêt à travailler avec la France de la même manière que de nombreuses entreprises de défense françaises, telles que Safran et Airbus, fournissent à nos forces armées les derniers équipements de haute technologie. Et ensemble, nous pourrions construire un secteur de la défense plus fort, plus résistant, plus interopérable et mutuellement bénéfique. Nous pouvons améliorer la cohérence de nos capacités de défense actuelles et futures. Et la France et les États-Unis se sont déjà engagés dans la recherche, le développement, les essais, l'évaluation en matière de défense et de biens à double usage. Il existe également un forum de recherche sur les technologies de défense entre nos deux pays. Et de plus, lors du Salon de l'aéronautique et de l'espace de Paris en juin, nos deux pays ont manifesté leur intérêt pour l'élargissement de ce partenariat. Et bien entendu, nous avons déjà des projets communs promoteurs sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Merci beaucoup, Amy Schottber. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle parle très bien français et merci beaucoup d'avoir pris la parole en français. Au début, on devait parler anglais et puis finalement... et puis, c'est un appel encourageant à la coopération entre la France et les États-Unis. Éric Trappier, comment est-ce que vous... Là, la perche est lancée, là. Comment est-ce que vous la prenez au vol, coopération franco-américaine en matière de défense ? Avant toute chose, je voudrais rappeler que on dit toujours que l'argent est le nerf de la guerre, donc c'est sûr qu'avoir une loi de programmation militaire et des budgets qui se renforcent dans la défense, c'est une clé. Mais moi, ce que je voudrais développer, c'est l'autre clé, c'est les compétences. Nous ne faisons pas une industrie de défense sans compétences. Cette compétence est issue de l'histoire. Quelle histoire ? Si vous prenez le secteur naval, qui n'est pas le mien, mais si vous prenez le secteur naval, ça remonte à Colbert, à Louis XIV, le développement d'une marine de combat et de l'industrie navale. Si je prends l'aéronautique de combat, ça remonte à la création de l'aéronautique.
Et vous voyez, je suis un témoin. Marcel Dassault a été de cette aventure avant la Deuxième Guerre mondiale et bien sûr depuis la libération, le développement de cette industrie de la défense française, pas européenne, française. Et je le dis, et je suis fier de le dire, la souveraineté se base sur les compétences. Les compétences aujourd'hui, elles sont dans l'industrie de défense d'abord en France. Si vous prenez les sous-marins, si vous prenez les avions de combat, c'est en France. Et pourquoi c'est en France? Parce que sur la base de cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans les débuts des années 60, il y a eu la volonté du général de Gaulle de développer une dissuasion nucléaire. Cette dissuasion nucléaire, d'ailleurs la DGA en était le garant, elle a été quasiment créée sur cet objectif, ça a été de développer, comme il l'a dit Emmanuel, une base industrielle technologique de défense. C'est ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, elle existe. Et elle existe au travers des grands noms que peuvent être Dassault Aviation, mais elle existe parce que nous tous, ici, nous avons des sous-traitants, nous avons des fabricants qui sont en France, qui ont une expertise, qui sont des petites sociétés, qui ne sont pas des grandes sociétés. Vous voyez, même Dassault, c'est une petite société. On est 8000 en France. Si vous prenez Lockheed Martin, c'est 10 fois plus. J'ai l'impression qu'on fait des avions de combat de bon niveau. Alors, il se trouve que moi, j'aime bien l'Europe, mais l'Europe, elle achète des F-35. Et pourquoi elle n'achète pas des avions français, puisque la France a développé, etc. Alors, la coopération avec les... La coopération avec les États-Unis, pourquoi pas? Mais vous voyez, quand on a pensé à faire le Rafale comme avion pour aller sur les porte-avions français, on a discuté avec Boeing. Et Boeing nous a dit, ben moi j'ai tant d'avions à faire pour les États-Unis d'Amérique, tant pour la France, bah écoutez, vous allez faire une demi-voilure et le reste c'est moi qui le fais. C'est pas possible ça. Ça, ce que dans la souveraineté française on a, et c'est ce qui est demandé par la politique, par l'État, c'est qu'on soit capable de définir de A jusqu'à Z un avion de combat et un sous-marin, parce que c'est la dissuasion nucléaire qui tire cette volonté d'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne coopère pas en tant que puissance avec les États-Unis ou qu'on ne coopère pas avec d'autres pays en Europe, encore faut-il partager la même volonté de le faire. Et ce n'est pas simplement la guerre en Ukraine, c'est aussi la protection du territoire français. Donc nous, ce qu'on veut, la base industrielle en général, c'est bien de développer ces compétences, et on remercie bien sûr la DGA et cette nouvelle loi de programmation militaire votée par le Parlement et voulue par la France, de redonner un peu plus de moyens pour être capable de faire face à cette menace. Et n'oublions pas que finalement la paix, elle se prépare en étant capable de faire la guerre, pour éviter de la faire peut-être. Et je rappelle que nous, dans notre histoire de Dassault, on sait qu'en 1939, la France n'était pas prête parce qu'il y avait plus d'avions en Allemagne qu'il y en avait en France, parce qu'on s'était dit, il n'y aura pas la guerre. Donc, pour préparer la guerre, il ne faut pas simplement décréter une économie de guerre, il faut faire l'économie de guerre dans le temps de paix. Et si la guerre, malheureusement, arrive, à ce moment-là, on est prêt. Applaudissements pour Éric Trappier. Je saisis la balle au bond. Donc, j'allais dire un cousin hybride qui serait un cousinage entre le F-35 et le Rafale n'est ni utile parce qu'on sait faire, ni souhaitable parce que autonomie stratégique de la France. Et la France a fait un autre choix. Ce qui est dommage, c'est que les Européens, je vous donne un chiffre, grosso modo, les Européens dépensent 60 milliards pour acheter du F-35. C'est quand même dommage. Donc c'est pour ça qu'on prépare, peut-être à une échelle plus européenne, un grand futur, mais encore faut-il être sûr que ce partenariat permet de préserver ces compétences de la base industrielle, qui peut passer de française à européenne, mais il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Il y a un moment donné, les compétences, elles sont ici en France, et elles sont, encore une fois, je le dis, au travers des grands maîtres d'œuvre que peuvent être Naval Group, Dassault ou d'autres dans l'électronique, mais elles sont au travers tout ce tissu industriel de PME, de TI, d'équipementiers qui savent alimenter et qui font des équipements qui sont quand même de très bon niveau. Et je veux dire aussi que pour l'export,
on a besoin de cette autonomie. Si on coopère avec les États-Unis, ce qui, stratégiquement, pourquoi pas, il faudra demander l'autorisation d'exporter aux États-Unis. Mais les États-Unis nous diront, là, vous ne vendez pas parce que nous, on veut vendre, ou parce que là, c'est un pays avec lequel on ne veut pas travailler. Ben, nous, on a cette nuance en France d'exporter des armements à un certain nombre de pays où on a développé des partenariats stratégiques entre la France et ces pays, ce qui n'est pas contre les États-Unis, mais qui est une nuance. Et donc, si on n'a pas cette capacité d'exporter à un certain nombre de pays, on n'a pas l'équation qui nous permet de vivre en tant qu'industriel. On n'a pas malheureusement le marché domestique États-Unis qui est énorme. Si vous prenez le nombre d'avions de combat aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec le nombre d'avions de combat en France ou même en Europe. Donc effectivement, on a besoin de cette exportation pour avoir une échelle viable de notre économie industrielle. Et de plus en plus, on a besoin aussi d'avoir un marché civil en complément de ce marché de défense. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de sociétés duales dans le domaine. Je veux bien une réponse spontanée de Mme Schatbauer sans lire les notes de vos conseillers, là, mais ce que vient de dire Éric Trappier. Donc, oui, c'est sûr, il y a un régime pour vérifier les Vous pouvez parler en anglais, il y a une tradition simultanée si jamais. Okay, d'accord. Yes, there is an export control regime, but for the most part, it works very well, and most requests are granted. And so, if there was further U.S.-French cooperation in the defense sector, I think there would continue to be tweaks to that export control regime to reflect that partnership. Bon, tout le monde comprend, donc c'est ça qui est facile. Emmanuel Kiva, on en vient à cette coopération à travers ce grand mot qui est l'Europe de la défense. Simplement, si on prend la fameuse comptine de l'Europe de la défense, la France et l'OTAN sont dans un bateau. On ne sait pas lequel va tomber à l'eau le premier, mais en attendant, on a quoi? On a une France qui a une vraie volonté politique de construire ça. À côté, on va prendre deux exemples. On a des Allemands qui ne sont pas très convaincus parce qu'à la première, au premier signal d'alerte, ils vont à Ramstein et ils demandent ce que décide Washington. Et d'un autre côté, on a les Polonais qui, eux, construisent leur armée qui va bientôt devenir la première armée d'Europe. Oui, alors ce n'est pas le rôle du DGA, c'est le rôle du ministre de commenter ce genre de politique, mais je vais répondre. Effectivement, ce n'est pas facile. Je pense qu'on ne fait jamais fausse route à chercher des collaborations avec nos alliés. Ça, de toute manière, de base, et le président de la République l'a répété hier, vous savez qu'en ce moment, il y a la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, et donc dans son discours de 2h15 quand même, hier, que je vous invite à regarder, sans notes, ce qui est plutôt bien, il a quand même dit tout l'intérêt qu'il y avait d'unir nos forces avec nos voisins, d'avoir davantage d'intimité stratégique et de coopération. Bon, maintenant, ces coopérations, notamment dans le domaine capacitaire, hein, dont on parle, c'est-à-dire développer ensemble de nouvelles capacités militaires, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. On parle de l'Allemagne, on a aujourd'hui deux projets majeurs. L'un qui est lancé, Eric en sait quelque chose, autour du système de combat aérien du futur, qui, je rappelle, n'est pas un avion, mais bien un système de combat. Un avion, des drones, enfin des ailiers dronisés, et puis un cloud de combat qu'on pourrait faire en national, qu'on a décidé de faire en international parce qu'on pense que ça apporte plus, que ça apporte en termes d'économie d'échelle, en termes d'efficacité, mais qu'on saurait faire tout seul. Donc on a choisi de collaborer, les Allemands nous ont suivis là-dessus. Nous sommes en train d'essayer de faire le MGCS, donc le pendant, le système de combat terrestre du futur. Qu'est-ce que c'est MGCS? Main Ground Combat System, c'est là aussi un engin de combat de type char lourd, accompagné d'engins robotisés, et tout ceci étant lié par un cloud de combat. C'est pas facile, donc on est aujourd'hui en train de négocier, mais vous preniez l'exemple de la Pologne. La Pologne, effectivement, achète des équipements, mais travaille... Dont des F-35. Des F-35, des chars coréens, mais travaille aussi avec nous, notamment par exemple dans le domaine du spatial, où on établit un certain nombre de coopérations. Ce que je veux dire, c'est que... Et justement, pourquoi dans le domaine spatial? Parce qu'on est seul à savoir le faire, ou parce que c'est
une petite cacahuète qu'on va chercher chez les Français en disant il faut bien qu'on leur achète quelque chose? Comment ça se passe? Non, c'est parce qu'on a une expertise reconnue dans le domaine spatial avec des champions internationaux sur ce domaine-là et une certaine politique industrielle et commerciale qui a... Donc s'ils avaient le choix et s'il y avait un produit concurrent en Corée, ils l'auraient acheté en Corée? Je pense que ça n'est pas évident parce qu'on collabore aussi avec des pays qui partagent nos valeurs. Le fait de faire des coopérations, c'est aussi des partenariats politiques. Et donc, il ne faut pas réduire ça à la vente d'armes. Si on vend, et on s'en félicite, et bravo à Dassault, des Rafales en Inde, ce n'est pas juste pour vendre des avions en Inde, c'est pour avoir une coopération militaire dans une partie du globe où nous avons besoin de puissances qui sont, comme le disait le général de Gaulle, alliées non alignées. Et donc c'est notre volonté d'export et de coopération. Il est tiré par la viabilité, comme l'a rappelé Eric, de la base industrielle et technologique de défense avec des entreprises remarquables en France et effectivement de toute taille. Et puis, il est tiré aussi par la volonté de nouer des partenariats qui nous permettent de conforter notre position en tant que puissance dotée, puisque je rappelle que la France a une place particulière dans le Conseil des Nations et en Europe, puisqu'elle est dotée de cette dissuasion nucléaire, qui rend sa parole un petit peu unique et singulière. Et il y a des sujets aussi sur lesquels on décide d'aller tout seul, parce qu'ils sont très attachés à notre autonomie stratégique. Donc moi, le mot-clé en termes de coopération et de partenariat, c'est pragmatisme. Je pense qu'il ne faut pas dire on fait fausse route, il faut être pragmatique et pouvoir avancer sans se priver de plan B et sans se priver de pouvoir aller voir des gens que l'on ne verrait pas d'habitude. Éric Trappier, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, je partage parfaitement, puisque vous voyez l'exemple de l'Inde, qui est un sujet majeur. Je vous rappelle que nous, on travaille avec l'Inde depuis les années 50, donc on a une grande expérience et on a toujours eu cette expérience des pays non alignés. Si demain il faut travailler avec les Allemands, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on travaille avec les Allemands et les Espagnols à préparer quelque chose pour le futur, pourvu qu'on partage, comme l'a dit Emmanuel, d'abord un pragmatisme, c'est-à-dire qu'on reconnaisse les compétences des uns et des autres et qu'on bâtisse une coopération efficace et non pas une coopération exclusivement politique, parce qu'elle n'est pas suffisante, elle est nécessaire mais pas suffisante. Et donc on est aussi, nous, des gens pragmatiques pour essayer de continuer à développer nos compétences. Mais il ne faut pas se noyer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un tri qui soit fait dans les types de coopération qu'on veut faire. Et je pense que c'est très bien d'avoir d'un côté ces pays non alignés, de l'autre côté un certain nombre de pays en Europe, en espérant que l'Europe prenne goût à faire de l'européen. Alors, il ne faut pas se noyer, pour ça il y a la Marine nationale. Frédéric Ancel, vous parliez de la dissuasion, c'est là où on doit accentuer nos efforts. Oui, la puissance, ça se projette. Si vous êtes puissant chez vous, c'est bien, ça ne suffit pas. Et la puissance, elle s'inscrit dans le cadre de la dissuasion. Ça a été dit et très bien dit à plusieurs reprises. La dissuasion n'est pas seulement une question technique ou logistique, ou militaire d'ailleurs. Il s'agit de faire prendre conscience à un adversaire potentiel ou déjà désigné comme tel qu'il peut parfaitement ne pas nous apprécier, ne pas nous aimer, détester nos valeurs, détester notre bouffe. Ça, c'est pas le problème. Mais il faut lui faire comprendre que si il met, j'allais dire, des bises sur la table, c'est-à-dire que s'il décide très concrètement de nous porter préjudice, de nous faire mal, de nous agresser, de nous envahir ou d'envahir une partie de notre sol, eh bien ça lui coûtera plus cher que s'il ne le fait pas. C'est aussi stupide au sens étymologique que ça, la dissuasion, et en général ça marche. Alors pourquoi j'insiste sur la marine? Moi j'en suis pas du tout non plus. D'abord je ne suis pas un militaire, mais je ne fais que constater, et tout le monde le sait ici, que la France dispose du deuxième domaine maritime au monde, et que dans les prochaines années, les prochaines décennies, tous les scientifiques et beaucoup de politiques et de militaires le disent, l'avenir... alors peut-être l'avenir de la planète, je ne suis pas spécialiste de l'écologie, mais l'avenir géopolitique est dans les mers et les océans. Ça, c'est une certitude. Et vous voyez bien où je veux en venir géographiquement. L'essentiel de cette zone économique, de ce domaine maritime extraordinairement important, se situe dans l'Indo-Pacifique. Et dans l'Indo-Pacifique, vous avez des puissances de plus en plus importantes, de plus en plus considérables objectivement. Certaines peuvent être considérées comme de plus en plus prédatrices, qui ne sont pas loin de penser que certaines possessions françaises pourraient être extrêmement intéressantes. Alors comment faire pour dissuader en amont, et le plus en amont possible, ces puissances potentiellement belliqueuses d'intervenir sur nos territoires? Et je pense que de ce point de vue-là, l'aviation d'une part, donc la capacité
capacité de projeter des forces aériennes d'une part, des forces navales d'autre part, est d'autant plus considérable et essentielle que la dissuasion, et ça a été rappelé il y a un instant, fait de la France en principe, je dis bien en principe, pardon, de la France au sens de l'hexagone, Oui. en principe, un sol protégé de tout agresseur important. Et par conséquent, je pense qu'il faut dans les prochaines années, je dis ça en toute humilité, développer un effort plus considérable encore dans les capacités de projection de notre puissance et de notre dissuasion. Elvire Fabry, vous avez abordé la question. Oui, on peut applaudir Frédéric, bien sûr. Il a le droit. Elvire, on parlait tout à l'heure de l'Europe de la défense, ça a été très bien dit par Éric Trappier. Comment est-ce que vous voulez qu'on construise une Europe de la défense alors que tout le monde achète des F-35? On a une petite chose, une petite entité qui s'appelle l'OTAN. Est-ce que ce n'est pas une concurrence directe de l'Europe de la défense? Non, je pense qu'aujourd'hui, un pas a été fait et ça a été formulé par le président Emmanuel Macron déjà l'année dernière sur le développement, le renforcement des capacités. Mais est-ce que ça suffit que ça soit formulé par un président de la République pour que ça soit la réalité? Non, bien sûr. C'est ensuite l'appréciation des risques qui doit être faite au niveau de tous les États membres. Et là, on voit bien qu'on est sur un enjeu d'appréciation de la dépendance. Parce que quand on achète de l'équipement militaire, ça n'est pas un achat instantané, on crée une dépendance aussi à la formation, à l'innovation. C'est une chaîne dans le temps. Et c'est cette dépendance de court terme, c'est la façon dont on gère cette dépendance à long terme avec des partenaires, alors qu'il s'agit entre Européens de développer une autonomie stratégique au niveau du marché unique. Et c'est là où il nous faut passer entre États membres d'une logique simplement de concurrence économique à une logique de mutualisation des capacités. Vous évoquiez tout à l'heure le chiffre des investissements qui sont faits par les partenaires européens, mais on voit très bien ce que ça pourrait donner dans un renforcement de l'industrie de défense au niveau européen. Et c'est là où tout ce travail qui est fait sur le registre de la sécurité économique doit permettre aussi de faire évoluer la doctrine des Européens entre eux pour dépendre davantage des États membres entre eux que de partenaires extérieurs. Il y a une chose, Éric Trappier, que font les Américains, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'État pour agir au niveau de l'industrie. L'État est toujours partenaire à un certain niveau. Est-ce que vous voudriez plus de libéralisme, plus d'autonomie, moins d'étatisme dans Dassault Aviation et dans d'autres... Non, je crois qu'aux États-Unis, l'industrie de défense est privée, mais elle est très liée à l'État. Je veux dire, il n'y a pas de doute que le DOD, la DARPA financent massivement les industries de défense depuis déjà assez longtemps, et en particulier grâce à l'économie de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous voudriez avoir les mains un peu plus libres, c'est ça ma question. Voilà. Après, les mains plus libres, non, il y a une bonne compréhension entre les pouvoirs publics français et les industriels de la défense. Là où je voudrais réagir, c'est que je partage parfaitement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il faut créer des dépendances. Mais une fois que vous avez créé des dépendances, vous avez perdu votre indépendance. Donc il ne faut pas se tromper. Et par exemple, je cite un exemple qui est connu, avec l'Allemagne, il y a la problématique de l'exportation. Qui décide de l'exportation d'un matériel en coopération? C'est la France ou c'est l'Allemagne? Ou c'est les deux? Mais si c'est les deux, ou si c'est encore pire, à Bruxelles, les 27 pays, ça sera le plus petit commun multiple. C'est-à-dire qu'on n'exportera plus. Et si on n'exporte plus, on perdra notre effet de nombre et on perdra donc nos compétences. Il nous restera donc à faire du transatlantique et d'aller demander des équipements aux Américains. Donc le process que vous décrivez va être un long process. Et je ne suis pas en train de m'y opposer. Au contraire, je l'accompagne. Mais il va prendre du temps. Et comme on dit de temps en temps, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que pour l'instant, l'indépendance en termes de technologie, en termes de savoir-faire, il existe en France grâce à la dissuasion nucléaire. Sinon, on pourrait dire qu'on fait un sous-marin nucléaire lanceur d'engins avec les Allemands. C'est bizarre, ce n'est pas un sujet qui a été abordé. Ça n'est pas voulu, il n'y a pas de volonté, il y a une volonté unique. Il n'y a pas de volonté, et pour cause. Donc il faut bien, à un moment donné, être capable, et je pense que ce qui est fait au niveau de l'Union européenne et de la Commission va dans le bon sens, mais ce n'est qu'un tout petit début. La souveraineté est d'abord une souveraineté française.
Et elle va petit à petit voir s'il y a des outils d'autonomie stratégique. La nuance est bonne. Elle n'est pas toujours comprise dans toutes les capitales européennes de la même manière. Une autonomie stratégique de l'Europe. Et on parlait d'économie. Bon, moi qui suis à la métallurgie, à l'UMM, il est évident que, par exemple, être capable de fabriquer ou d'avoir du titane, d'être capable d'avoir un certain nombre de composants électroniques qui nous permettent d'avoir, etc., c'est un sujet sur lequel les États-Unis travaillent beaucoup et sur lequel nous, Européens, on a besoin de se mobiliser ensemble. Et ça contribue à l'autonomie stratégique, parce que sinon, nous serons dépendants demain des Chinois ou dépendants du titane russe, comme c'était le cas il y a encore quelques mois, etc., etc. Donc là, on peut faire des progrès réels. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il ne faut pas qu'on lâche la proie pour l'ombre. Donc ces compétences-là, si on veut être capable d'être pertinent dans le modèle d'armée et donc d'équipement des armées, il faut faire des armements de très bon niveau. Et donc il faut baser le développement sur les compétences et pas exclusivement sur la capacité de coopération. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Éric Trappier, merci Elvire Fabry, Frédéric Ancel, merci Madame la Ministre et Michel Bauer, Ali Laïdi, Emmanuel Kiva. Et merci à l'excellent Pierre de Nicolas. Villeneuve, encore une fois. Merci mesdames et messieurs, applaudissez vos invités ce matin. Et merci à Pierre de Villeneuve de mener magistralement ces débats chaque année.